Sénat, Modesto Bayati Mukwebo, président national statutaire de l'FTC, à prendre la parole. Ceci étant, je voudrais vous dire que nous autres, nous parlons rarement parce que nous travaillons en silence. Mais comme venait de le dire la modératrice, par moment, vous pouvez croire que tout le monde est de bonne foi, vous faites correctement votre travail et vous vous dites sûrement qu'il va être apprécié à sa juste valeur, alors qu'il y en a qui ont des esprits tordus, qui sont nés et qui sont façonnés rien que pour nuire, rien que pour déformer la vérité. D'où, par moment, nous sommes obligés de prendre la parole. Et c'est le cas aujourd'hui. Avec votre permission, je vais donc donner le mot introductif qui servira en fait d'amuse-bouche et le débat va se poursuivre. Nous serons à votre entière disposition pour répondre à toutes les questions. Il n'y a pas de tabou. Et vous nous connaissez. Mesdames et messieurs de la presse, de prime abord, je vous salue et vous souhaite un bon début d'année. Ma communication de ce jour porte sur 3 points essentiels. 1. La dénonciation d'une cabale montée par les officines en complicité avec la société Bralima et le cabinet d'avocats Liedekerk concernant l'acquisition de la succursale de la Bralima Bukavu auprès de la société hollandaise Heineken. 2. Le soutien à l'accord de Washington et aux autres initiatives de paix en cours. 3. Le cessez-le-feu et le risque de balkanisation de notre pays, la République démocratique du Congo. Abordant le premier point, je dénonce un rapport erroné du directeur général de la Bralima Kinshasa, M. Étienne Saada, adressé au directeur de cabinet du président de la République, faisant état de ma qualité d'actionnaire dans une société ayant racheté la succursale de la Bralima Bukavu. Cette information est fausse et infondée et j'ai décidé de saisir la justice pour rétablir mon honneur et ma réputation. Comment peut-on imaginer que moi, qui suis victime des affres de l'agression à l'est de notre pays, où j'ai perdu plusieurs personnes proches, et dont tout mon patrimoine est systématiquement ravi, occupé de force par l'AFC M23, soutenu par le Rwanda, y compris ma propre résidence, mes hôtels, mes véhicules, mes immeubles et usines, que je puisse composer avec mes bourreaux. Le paradoxe est que, au moment où nous sommes gravement affectés par cette guerre, des malins, des jaloux, des faux renseignants, des flatteurs et des courtisans s'emploient à me diaboliser à Kinshasa, à me prêter des intentions que je n'ai pas et à m'opposer au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui bénéficie de ma loyauté et de mon apport politique et stratégique. L'ennemi, c'est aussi celui qui monte de faux dossiers pour déstabiliser les personnes qui comptent
parmi les piliers des institutions et par ricochet déstabilise les institutions de la République. Certaines personnes font du renseignement leur fonds de commerce, même lorsqu'elles n'apportent aucune preuve. Eh bien, vous les entendez dire cela, ils ne sont pas avec nous, comme si nous n'étions pas tous des sociétaires de l'Union sacrée de la nation. Ceux qui veulent des informations supplémentaires sur ce dossier de la Bralima Bukavu, qu'ils s'adressent au ministre des Finances Doudou Fouamba et de la coopération régionale Floribert Anzoulouni. En attendant la réorganisation et la structuration de notre armée, là j'aborde le deuxième point, j'invite le peuple congolais et tous ceux qui peuvent jouer un rôle quelconque à soutenir l'accord de Washington et toutes les autres initiatives en cours. C'est ici l'occasion de saluer la diplomatie agissante de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 3. S'agissant du cessez-le-feu, nous devons tous avoir la même compréhension et surtout faire attention. Lorsque certains croient que la guerre est terminée, sachez bien que lorsque on observe le cessez-le-feu, c'est-à-dire que chaque camp garde sa position. Or, au jour d'aujourd'hui, une bonne partie de notre territoire national, au nord Kivu et au sud Kivu, est occupée et administrée par l'AFC M23 soutenu par le Rwanda. Ceux qui soutiennent le statu quo appuient la partition de notre pays. Notre combat actuel doit consister à faire pression pour la stricte application de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, en ce qu'elle exige le retrait des troupes rwandaises du territoire national. Nous terminons en mettant en garde tous ceux qui passent leur temps à courtiser les décideurs, à stigmatiser certains dirigeants, parmi lesquels les architectes du pouvoir actuel, qu'ils se rappellent du passé récent et qui ne s'exposent pas au retour de la manivelle. J'ai dit et je vous remercie. L'inclusif, les autres, il faut patienter après la guerre. Vous vous positionnez dans quel camp? Anti-dialogue ou pro-dialogue? Et le 3, le cessez-le-feu. Aujourd'hui, la partie orientale est déchirée par les affrontements. Le gouvernement s'est prononcé pour le respect du cessez-le-feu, mais ça n'a pas été le cas du Rwanda et du M23. Est-ce que vous comptez vraiment avoir ce cessez-le-feu être respecté dans les jours à venir? Merci. Volontaires engagés pour la défense de la patrie, le Wazalendo, mais il se pose un problème de mise en œuvre. Je ne sais pas au niveau du Parlement quelles initiatives vous prenez pour accélérer cela, parce qu'ils sont tout le temps dos à dos avec les forces armées de la République et cela nous a coûté ce que ça nous a coûté à offrir. Mais aussi une petite préoccupation de curiosité par rapport à ce qui se passe ici à côté de Kinshasa avec les Mobondo. On a vu une initiative gouvernementale qui déclare la fin des Mobondo. Or, ces Mobondo constituent un groupe aussi de résistants, des forces d'autodéfense locales qui recourent au pouvoir ancestral. Les uns sont aujourd'hui encadrés par la réserve armée de la défense à Doumi. Et il y en a qui pensent qu'il faut les réduire au silence. Est-ce que vous ne trouvez pas que ça serait intéressant qu'il y ait une commission parlementaire qui va statuer là-dessus pour comprendre la vérité sur le Mobondo? Parce que l'histoire de ce pays, comme vous le savez, a tendance à être écrite ailleurs. Et il y a un acharnement
contre toutes les initiatives locales. Merci beaucoup. Je commence par remercier les chevaliers de la plume qui ont bien voulu me poser des questions. Je vais y répondre de manière claire et précise. D'abord à M. Fiston de Digital Congo TV. Il demande si les récentes sanctions suffisent. Nous disons que c'est un processus. C'est déjà un pas. Et ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a des gens qui ont travaillé pour qu'on arrive à ces sanctions. Et donc, sûrement que les sanctions seront graduelles. Et la particularité, c'est que cette fois-ci, ça ne frappe pas seulement des personnes, des commandants de l'armée rwandaise ou des personnalités rwandaises, mais ça frappe aussi une personne morale, c'est-à-dire l'armée rwandaise elle-même. En ce qu'il y a des restrictions qui vont être observées en ce qui concerne l'armée rwandaise. Pour mes électeurs de l'Est, je ne cesse de déplorer d'abord ce qui se passe et je compatis toujours au malheur qui les frappe, qui nous frappe. Parce que chaque fois qu'il y a des décès, chaque fois qu'il y a des problèmes, nous sommes toujours saisis et les gens se réfèrent à nous. Et donc, notre souhait, c'est que ce calvaire puisse prendre fin, que la paix revienne, une paix vraiment durable et définitive, de manière à ce que les gens puissent vaquer librement à leurs occupations. Tout ce que je peux dire à ce stade, c'est de leur adresser encore toute ma sollicitude, de leur dire que je compatis à tout ce qui leur arrive et je dis que nous faisons de notre mieux et à notre pouvoir pour que la paix revienne rapidement à l'est de notre pays. S'agissant de l'état de siège, les organisations de la société civile critiquent l'état de siège. Et elles ont tout à fait raison. Nous-mêmes, au niveau du Parlement, c'est toujours un débat très houleux lorsqu'il s'agit d'approuver la reconduction de l'état de siège. Mais vous comprenez que nous sommes dans une situation très très complexe pour le moment, parce que si on doit au jour d'aujourd'hui revenir au pouvoir civil dans les provinces ou dans le reste des provinces, parce que certaines provinces comme le Nord Kivu sont déjà amputées d'une bonne partie de notre territoire. Et donc, dans ces conditions-là, je pense qu'on ne peut pas envisager des changements majeurs en ce qui concerne l'état de siège. C'est vrai qu'on s'est toujours posé beaucoup de questions concernant l'état de siège, mais je vous inviterai à la patience. Battons-nous d'abord pour que la paix revienne, que les forces rwandaises se retirent et que la paix revienne. En ce moment-là, on va définir la gouvernance de nos provinces respectives. Quant à Blaise Bokokia, il se demandait si j'étais en colère. Moi, généralement, je ne me mets pas en colère. Parce que mon combat, c'est toujours un combat d'abord spirituel. C'est-à-dire que je crois d'abord en ce que je fais. Je préfère que mes actions, mon travail, puissent me défendre. Parce que ce n'est pas en se fâchant, en élevant la voix, que l'on aura nécessairement réparation de ce qui est fait. Donc, mais il faut avouer qu'on ne peut pas tolérer de telles attitudes et que aussi on ne puisse pas tomber dans ce qu'il a toujours été dit que le flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Donc là aussi c'est un message que j'adresse à tous ceux qui ont une parcelle de pouvoir. Ce n'est pas seulement au niveau politique, même dans les entreprises, ce sont des pratiques qui existent, mais il faut toujours un discernement et chercher toujours à rétablir soi-même la vérité. C'est très important. Lorsque quelqu'un est incriminé, appelez-le, posez-lui la question, qu'il s'explique, qu'il présente ses moyens.
Mais il ne suffit pas qu'on vienne vous dire des choses à l'oreille et puis c'est fini, vous concluez et vous prenez des décisions. Donc, moi, je ne suis pas en colère. Si je me mettais en colère, je ne sais pas ce qui risque d'arriver. Hein. Donc, Alors, quid du dialogue? Bon, nous, au niveau de l'AFDC allié, nous savons que c'est historique, ça a toujours été ainsi. Même ceux qui se battent, au finish, ils se retrouvent autour d'une table pour se mettre d'accord. Nous l'avons déjà fait, on l'a expérimenté à Sun City et en d'autres circonstances. Il y a eu beaucoup de conférences à Loulouabour, au Madagascar, en Tananarive, un peu partout. Mais au jour d'aujourd'hui, ce que nous disons au niveau de l'AFDC, c'est que la priorité pour nous, c'est d'abord que la résolution 2773 soit mise en œuvre, c'est-à-dire le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais. Et nous resterons entre nous Congolais, y compris même ceux qui ont pris les armes, pour que nous puissions voir comment mettre de l'ordre dans notre maison qu'on appelle la République démocratique du Congo. Parce que là aussi, nous insistons sur la bonne gouvernance, parce que peut-être qu'il n'y aurait pas eu de guerre si on avait la bonne gouvernance. Et quand je parle de la bonne gouvernance, elle touche à tout. La gestion de l'armée, la gestion des services de renseignement, la gestion des finances publiques, la gestion des personnes, la désignation des personnes, la méritocratie dans le choix des dirigeants. Il y a beaucoup d'aspects qui concernent la bonne gouvernance. Et donc, là aussi, c'est une des questions qui sera sûrement à la table au moment venu. Mais pour le moment, pour nous, la priorité, c'est le retrait des troupes rwandaises et en ce moment-là, nous pourrions dialoguer et parler. Donc, nous sommes des pro-dialogue, mais nous donnons quand même une sorte de chronogramme. Est-ce que je crois en le cessez-le-feu actuel? Mais le cessez-le-feu, vous voyez qu'il est constamment violé. Hein? Il est violé parce que lorsque l'AFCM 23 a dit qu'il se retirait d'Uvira, mais vous savez en réalité que bon, il est toujours dans les parages et donc il y a toujours la menace qui est là. Il faudrait que le cessez-le-feu soit réellement constaté et ceci doit être constaté par des forces neutres. Mais il est évident que lorsque nos populations sont tuées, lorsque des gens sont massacrés, il est évident que le gouvernement de la République ne peut pas croiser les bras. Nos forces armées doivent nécessairement intervenir pour défendre sa population. Ça, c'est un droit naturel. Pour Alain du Congo 26, concernant les Wazalendo, je voudrais d'abord leur adresser un message de soutien et d'encouragement pour tout ce qu'ils font. Les initiatives des Wazalendo, ce sont celles-là qui nous ont sauvés jusqu'à ce jour. Vous le savez très bien. Et donc, ce qui est important, c'est effectivement de les encadrer parce que, bon, il y a plusieurs groupuscules et il faut qu'on y mette de l'ordre. Nous, au niveau du Parlement, nous avions déjà voté la loi sur la réserve de l'armée de la République, la RAD. C'est au gouvernement de la mettre en application le plus rapidement et que ces jeunes gens qui veulent défendre la patrie soient intégrés dans la RAD de manière à ce qu'ils soient beaucoup plus efficaces, formés, éduqués, instruits et sachent comment on manie l'arme, parce que l'arme, ce n'est pas un simple outil, ce n'est pas une simple machine, mais il y a toute une pédagogie qui accompagne l'usage de l'arme. Et donc ça, c'est très important que les Wazalendo puissent suivre une telle formation. Pour ce qui est des Mobondo, je dois vous avouer que c'est un phénomène qui nous a tous surpris, en tout cas moi personnellement. Ça avait commencé comme un petit conflit
foncier, un conflit coutumier, des gens qui se disputent de lopin de terre, et puis après, ça a pris de l'ampleur à telle enseigne que ça devient une menace pour le pays, la menace pour la capitale. Et donc, je pense que, comme vous l'avez suggéré, il faudrait effectivement que cette question-là des Mobondo soit prise au sérieux et qu'il soit encadré. L'avantage qu'on a, c'est que quand même, on commence à les identifier. Parce que si on ne les connaissait pas, ce serait se battre ou bien chercher à organiser un monstre. Mais moi, je pense que comme on les connaît, et il semble qu'il y a même des tireurs de ficelles qui sont connus, voilà, là, des pistes qui peuvent permettre à ce qu'on les organise et qu'on le mette au service du pays. J'ai apprécié qu'une bonne partie des Mobondo soit envoyée au service national pour qu'ils aillent apprendre les métiers, pour qu'ils soient utiles au pays. C'est déjà une bonne initiative. Alors, pour ce qui est de la hauteur des pertes que j'ai subies, bon, c'est gênant de parler de soi-même et de ses biens, mais je crois que la plupart d'entre vous ont déjà suivi tous ces reportages, parce que chaque fois que nos biens sont ravis ou bien démolis, en tout cas, il y a toujours une communication là-dessus. Ceux qui connaissent Bukavu et Goma, ils connaissent les hôtels New Riviera, ils connaissent les hôtels comme Orchid. Peut-être certains d'entre vous y ont déjà passé des nuits, mais tout cela est occupé et ils ne payent pas un rond. Alors que chez les autres hôteliers, ils payent, mais chez moi en tout cas, ils ne payent pas un rond. Et donc, je ne peux même pas parler de biens matériels. En tout cas, tout, systématiquement tout, les maisons, les véhicules, tout a été pris, y compris même des usines qui ont été démontées, vandalisées, l'usine de tomates de Kacheke, l'usine de la cimenterie de Katana et beaucoup d'autres. Je suis sûr que vous, les journalistes, vous êtes bien informés. Certains d'entre vous voyagent beaucoup et ils connaissent toutes ces unités de production. Malheureusement, tout cela a comme conséquence l'arrêt des activités productives, mais aussi le chômage qui a pris de l'ampleur parce qu'on y employait quand même quelques milliers de personnes dans toutes ces unités et aujourd'hui, elles sont au chômage. Mais nous avions aussi des actions sociales, donc notamment dans la fondation Modeste Bahati Lukwebo, où on a construit des hôpitaux, des écoles, on a organisé les forages, on a creusé des forages d'eau pour la population, on a donné des ambulances à la disposition de la population. Malheureusement, ces ambulances qui étaient toutes neuves, bon, aujourd'hui, on ne sait pas où elles sont parties, donc on ne les voit plus. Tous ceux qui viennent de Bukavu savent très bien qu'il n'y a que nous qui mettions des ambulances à la disposition de la population, et c'était des ambulances neuves de Toyota Land Cruiser. C'est nous qui mettions à la disposition de la population des véhicules anti-incendie. On a réalisé beaucoup de choses, on a construit des stades et tout ça. Mais tout ça, il n'y a plus de suivi, il n'y a plus d'entretien parce que nous-mêmes, on ne sait pas agir à distance. Donc, il est difficile de parler de la hauteur des biens, mais la plus grande perte reste celle des personnes qui nous sont proches, qui ont été tuées ci et là lors de tous ces affrontements. Voilà, à ce stade, et nous attendons la deuxième série. Ma première question, à l'Assemblée nationale comme au Sénat, en tant que journaliste parlementaire, il y avait la loi sur l'élimination, d'intégration, insertion de ceux qui se sont retrouvés dans l'autre côté. Maintenant, on parle de dialogue. Est-ce que vous allez bannir cette loi qui a été proposée, votée au niveau du Parlement contre tous ceux qui se mettent de l'autre côté? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, il y a un certain Christian Bahati, dont un communiqué sortait même de votre cabinet l'année dernière, qui usurpait votre identité également, l'un de vos fils,
qui s'appelait également Christian Badi. Cette question a suscité beaucoup de bruit. Concerne l'union sacrée. Vous avez été l'un des membres du Présidium. Et après, il y a eu une multiplicité, pour ne pas dire élargissement de ce Présidium. En observant le fonctionnement de l'union sacrée, on sent qu'il y a beaucoup de perturbations. Pour ne pas dire des jalousies, des crocs en jambes. Éclairez un peu notre lanterne. Où en êtes-vous exactement avec cette union sacrée? Si dialogue il y aura, comment vous allez y participer? Et soutient le président de la République, c'est la fait l'ombre d'aucun doute. Alors il y a un débat qui fait déjà rage au sein de la classe politique. Certains pensent que le président de la République a une mission et non un mandat, et les points de vue officiels de la FTC. Alors la deuxième question, c'est en rapport avec la situation du DG et le GFRED, l'idée de la FTC. Est-ce que vous avez pris connaissance des faits qui nous sont reprochés, qui peut compter sur le soutien du parti pendant ces moments difficiles? Et puis une troisième question, c'est en rapport avec la question sur l'affaire Palma. Vous avez demandé à la presse d'approcher le ministre des Finances et celui de l'intégration régionale pour avoir un peu plus d'éléments. À ce stade, qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Est-ce que les deux personnalités citées ont joué un rôle négatif dans le dossier? Merci pour la parole. Oscar Bissi-Moi, Congo 26 Télévision. Monsieur le Président, je reviens sur la question de l'acquisition de la Bralima. Vous avez annoncé des poursuites judiciaires contre les auteurs de ce rapport que vous jugez erroné, qui vous présente comme un des nouveaux acquéreurs de la succursale de la Bralima sur Kivu. En attendant, et je vais justement parcourir sur la langue de notre confrère Modibi, en attendant que la justice élucide la question, qu'est-ce que l'opinion peut retenir? Vous avez acheté totalement la Bralima, vous en avez acheté quelques actions ou vous n'y êtes pour rien. Deuxième question, Monsieur le Président, c'est au sujet du processus de pacification de notre pays. Vous alertez l'opinion ou, dois-je dire, vous tirez la sonnette d'alarme sur le fait que le cessez-le-feu risque de consacrer la partition du pays. Est-ce que ce n'est pas une lecture trop pessimiste? Nous avons diffusé vos propos l'année dernière. Ces propos ont été recueillis à Notre-Dame de Lingwala, je crois. Vous étiez en train de dire qu'il fallait craindre la soudanisation de la République démocratique du Congo. Et ces jours-là, vous étiez en train de dénoncer le fait qu'il y a des gens à Kinshasa qui dénonçaient sur leurs lèvres ce qui s'est passé dans la partie est du pays. Mais qu'en réalité, ces gens soutenaient la soudanisation de la République démocratique du Congo. Est-ce que ce sont ces gens qui vous retournent aujourd'hui cette balle que vous avez tirée, sans citer leur nom? Et je termine ma question. Est-ce qu'aujourd'hui, cette guerre entre vous au sein de l'Union sacrée fait le jeu de l'ennemi ou c'est simplement une question? Merci beaucoup. Alors, Monsieur Mike, il parle de la loi qui a été prise contre ceux qui ont pris les armes. Ben, je crois que j'avais dit ici que lorsque les gens se battent, au finish, ils finissent par se retrouver autour d'une table. Ça veut dire que il y a ce qu'on appelle l'amnistie. Il y a toujours une amnistie qui accompagne un processus de réconciliation, un processus de paix. Je ne doute pas que dans la recherche de la paix et la stabilité, qui doivent être en tout cas des préoccupations majeures, que ceci ne puisse se placer au-dessus des considérations juridiques.
Ça existe partout et c'est comme cela que ça se passe. Mais quand la loi a été prise, c'était beaucoup plus pour persuader ceux qui auraient encore la tentation de prendre les armes, croyant qu'en prenant les armes, on finira par négocier et trouver quelque chose sur la table pour que, dans le cadre du partage du pouvoir, ils puissent se retrouver soit dans l'armée, soit dans les autres structures étatiques. Pour ce qui est d'un certain Christian Bahati, quelqu'un effectivement avait usurpé le nom de Christian Bahati. Je ne dis pas que quelqu'un ne peut pas porter ce nom-là, parce que Bahati, c'est un nom très popularisé chez nous dans les milieux swahiliphones. Bahati signifie la chance, et donc il y a beaucoup de Bahati. Même dans cette salle, vous en trouvez. Il peut y en avoir même des chrétiens. Mais le hic, c'était quoi? C'est que ces jeunes hommes-là, ils faisaient du trafic d'influence auprès des sociétés minières au Katanga et partout, en se faisant passer pour mon fils, pour dire qu'ils pouvaient leur accorder des facilités et que quand ils ont des dossiers qui sont bloqués quelque part dans les services de l'État, ils peuvent user de sa position pour résoudre leurs problèmes. Mais heureusement que nous l'avons déniché à temps. Nous avons introduit, en fait, mon fils a introduit une plainte au niveau du tribunal et au jour d'aujourd'hui, ce jeune homme-là a été condamné à 12 mois de servitude pénale principale. Donc, c'est un dossier que je peux considérer comme clos. Ceci, on voulait pardonner, mais on se dit, bon, des choses qu'il a posées, des actes qu'il a posés, parce qu'il a contacté plusieurs sociétés, même des sociétés qui venaient d'outre-mer, et nous avions dit qu'il fallait quand même qu'il y ait une sanction pour que d'autres ne puissent pas lui emboîter le pas. Parce que nous, les chrétiens, on a comme doctrine d'abord le pardon, mais à un moment donné, il faut aussi sanctionner. Le président Jean-Marie Kassamba, je vous salue, président de l'UNPC Kinshasa, mais qui joue un rôle, l'UNPC, RDC, Afrique, monde. Bon. En tout cas, c'est vous que nous sentons, nous ne sentons pas les autres là, qu'on a élevés là-bas. Et donc, comme le pouvoir a horreur du vide, vous avez bien fait de le prendre et nous vous soutenons. Vous avez posé la question sur l'union sacrée de la nation. Vous êtes un grand observateur, vous êtes un acteur majeur dans la communication. Vous n'avez qu'à faire vous-même la comparaison entre l'union sacrée à 6 et l'union sacrée à 40. Je crois que les actions de l'union sacrée à 6 étaient palpables. Et le premier résultat, c'était de faire élire le président de la République, d'apporter la majorité. Parce que c'est que les gens oublient, quand nous parlons de l'union sacrée à 6, quand vous faites la sommation des élus de ces 6-là, de ces 6 formations politiques, mais vous êtes à 83% des forces politiques de la République démocratique du Congo. Donc ce n'est pas le nombre qui doit vous effrayer. On peut être à 40, on peut être à 100. Mais ce qui est important, c'est que le noyau de base, qui est constitué de 6, est toujours là. Et nous-mêmes, nous observons ce qui se passe. C'est vrai, nous ne pouvons pas amener notre linge ici en public. Nous sommes en train de travailler pour qu'on mette de l'ordre et qu'on revienne vraiment au rythme d'antan et même mieux que le rythme d'antan. Nous sommes en train de travailler. Alors vous demandez à cette allure comment nous pourrions participer au dialogue. Nous saurons toujours nous organiser au moment opportun. Lorsque la question sera sur la table, nous agirons comme on agit toujours, c'est par le système de représentation. On ne peut pas envoyer tous les membres de l'Union sacrée du Présidium pour aller négocier. Il y aura toujours une délégation
qui va nous représenter. Ce sera sûrement une délégation représentative, mais en tout cas, nous saurons au moment opportun nous organiser quant à ce. Quant à Martin Moudimbi de la RTGA, il a posé une question tendancieuse. Il s'est référé à des déclarations faites par certains ministres, par certains courtisans, par certaines personnes et tout ça. Moi, je dis que ça, c'est leur position à eux, c'est leur souhait. Lorsqu'ils disent que le président n'a pas de mandat, mais le président a une mission illimitée. Moi, je dis, ça n'engage que leur responsabilité. Moi, je suis républicain. Je sais que le président a un mandat jusqu'en 2028. La suite, nous allons l'examiner. Mais pour le moment, le président lui-même reste républicain. Il respecte la Constitution. C'est la base légale de toute action en République démocratique du Congo. Et donc, il ne faut pas suivre les courtisans. Et parmi ces courtisans, il y a même des collègues professeurs, hein, ne vous en faites pas. Hein. Donc, je ne sais pas. Je l'ai dénoncé le samedi passé au centre culturel en face du Palais du Peuple, lorsque, avec le recteur magnifique de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe, lui et moi et tant d'autres, nous étions en train de porter aux fonds baptismaux les mélanges de politique, du droit et de l'éthique aux fonds baptismaux, une œuvre du professeur émérite Ngomabinda Eli. Nous avons dénoncé ce comportement-là des collègues. C'est-à-dire, vous pouvez chercher l'emploi, vous pouvez chercher à manger, vous pouvez tout chercher, mais la science doit être protégée. C'est ça le socle pour la nation. Voilà. Alors, le DG de l'OGEFREN, c'est un cadre de l'AFDCR. C'est un des vice-présidents nationaux. C'est quelqu'un en qui nous faisons confiance. Parce que nous, au niveau de l'AFDC, si vous regardez le profil de tous nos mandataires, depuis que l'AFDC existe, vous regardez tous nos mandataires, comment ils se comportent, comment ils travaillent, ils ont toujours fait un très bon travail. Et ils suivent notre projet de société. Ce projet de société, vous pouvez le consulter sur le site web www.afdcrdc.cd. J'insiste, parce qu'il y a beaucoup de partis politiques ici qui n'ont même pas de site web. Hein? Ils se disent grands, mais quand vous tapez sur Google, vous ne les retrouvez pas. Mais nous, quand vous tapez sur Google AFDC, vous avez tout. Donc, et les documents, et les rapports d'activité, notre organisation, notre projet de société, les statuts, tout y est. Donc, il faut bien noter, il faut vous ressourcer. Et donc, nous pensons que nos élus, disons, nos mandataires, qui s'inspirent justement de notre projet de société, n'ont pas démérité. J'ai eu le rapport sur ce dossier parce que je dois m'y intéresser, parce que c'est notre cadre. Il a fait correctement son travail. Mais comme vous le savez, il y a des intérêts greffés où on voulait lui forcer la main. Et lui, comme il est un homme de caractère, un homme juste, il a dit ça, je ne peux pas le faire parce que ça ne respecte pas la procédure. Quant au courrier qui a été publié dans les médias, mais quelle est cette entreprise qui ne peut pas contribuer au fonctionnement des services de sécurité? Quelle est cette entreprise qui ne peut pas fournir un effort de guerre? Mais toutes les autres entreprises le font. Est-ce qu'on peut prendre cela pour une faute lourde pour suspendre et révoquer un mandataire? Moi, je pense que même de la manière que ça a été fait, c'était vite fait, c'était vraiment parti vite en besogne. Parce que j'ai vu qu'on continuait à lui adresser même des demandes d'explication alors qu'il était déjà suspendu.
vous-même vous avez des notions de droit administratif, tirez-en vous-même la conclusion. Mais nous le soutenons et nous demandons au chef de l'État de le rétablir. Ça, c'est notre demande. Alors, une autre question, c'était pourquoi j'ai cité les ministres des Finances et de la Coopération. Vous savez, moi, j'aime la transparence. J'ai demandé qu'on puisse se référer à ces ministres-là parce que quand je lisais les médias internationaux, les médias économiques, les revues économiques, j'ai eu des informations précises selon lesquelles ces deux ministres savent un peu plus, et savent même plus que moi, sur comment Labralima Bukavu a été cédé à une société enregistrée aux îles Maurice. Donc, on a détourné... Donc, on a tout simplement détourné la vérité en déviant vers un innocent, en laissant ceux qui connaissent et qui peuvent avoir des intérêts dans ce dossier. Je crois me limiter là pour ne pas divulguer tous les secrets, mais vous êtes des journalistes, allez les interroger, posez-leur des questions, qu'est-ce qu'ils en savent, parce que ce n'est pas le fait que nous on ne le dit pas qu'on ne connaît pas des choses. Donc voilà. Quant au directeur général de Congo 26 Télévision, ça c'est notre télévision de l'AFDC, j'espère que vous la consultez. Canal plus 596, il faut la consulter. Alors, Oscar, qui est le directeur général, il a parlé du dossier Bralima. Oui, là, nous avons déjà introduit la plainte en bonne et due forme. Et généralement, les gens, certaines personnalités ne se déplacent pas pour aller déposer des plaintes et tout. Mais moi, je vous informe que hier, j'étais au parquet général près de la cour d'appel de la Gombe, moi-même, en personne. J'y étais et j'ai déposé la plainte que voici. Et je l'ai confirmée et donc je veux qu'on tire les choses au clair parce que je ne veux pas qu'on puisse atteindre ma réputation. Je préfère manquer de l'argent, je préfère manquer des postes, mais que je puisse garder mon honneur et ma dignité. Bon, il s'est posé la question de savoir si j'étais pessimiste en ce qui concerne le processus de pacification. Non, moi généralement je suis toujours optimiste et j'ai la foi, d'abord la foi en Dieu et la foi en ce que je fais et j'ai confiance aux institutions de la République en commençant par la première d'elles, c'est-à-dire le président de la République, que nous devons travailler et nous travaillons pour que la paix revienne rapidement. C'est vrai que nous entendons ci et là des gens qui se complaisent et qui disent bon, ces gens-là de l'Est, ils n'ont qu'à rester là-bas. Bon, nous, on est tranquille ici, malgré que nous ayons nos embouteillages, mais quand même, on vit tranquillement ici. C'est une vision dangereuse. Nous tous les Congolais, doivent se battre, doivent s'impliquer pour qu'on ne perde aucun centimètre de la République démocratique du Congo. Et donc, ceux qui croient que parce que la guerre est à 2000 km, ils ne sont pas concernés, ils se trompent. Et c'est pour cette raison que moi je suis optimiste, parce que j'ai senti, en tout cas, la fibre nationale et nationaliste dans le chef de la plupart de nos compatriotes. En tout cas, chaque fois qu'il y a un événement malheureux qui se passe à l'est du pays, vous sentez que ça bouge de partout, que ce soit au nord Ubangi, au Kasai, au Congo central, à Kinshasa, un peu partout. Et je crois que cette fibre nationale, nous devons la préserver et la conserver. Dany de TV5 Monde,
il a rappelé un terme que j'avais utilisé, la soudanisation. Pour ceux qui n'ont pas compris, en fait, vous savez que le Soudan, c'était un seul pays. Et puis, suite à des situations comme celles que nous sommes en train de connaître, les grands de ce monde ont carrément accepté qu'il y ait deux pays distincts, le Soudan et le Soudan du Sud. Et donc, il faut craindre que nous ayons une république de l'Est et une république démocratique du Congo. Et donc, c'est ce qu'il faut craindre. J'avais déjà donné ce signal. Et c'est pour cette raison que nous travaillons pour éviter cela. Nous travaillons pour attirer l'attention des uns et des autres. Parce que les gens, il y en a qui ont festoyé ici. Oui, on a décrété le cessez-le-feu. Il y a eu même des marches. Mais je dis, faites attention, n'allez pas vite en besogne. Parce qu'il ne suffit pas de parler du cessez-le-feu. Le cessez-le-feu signifie chacun garde sa position. Au jour d'aujourd'hui, si on garde cette position-là, ça veut dire que nous perdons l'espace qui est occupé par l'AFCM 23 et le Rwanda en ce jour. Donc, il faut, tout en étant optimiste, mais attirer l'attention des uns et des autres. C'est ça le rôle aussi d'un intellectuel, d'une élite, c'est d'éclairer la religion, parce que quand vous parlez, on a signé le cessez-le-feu. Vous voyez beaucoup de gens se ranger là, des banderoles à gauche, à droite. Mais nous devons toujours attirer l'attention des uns et des autres. Alors, l'USN, l'Union sacrée de la nation, est-ce que ces divisions ne font pas le jeu de l'ennemi? Je peux dire qu'il n'y a pas de division au sein de l'Union sacrée de la nation. Il n'y en a pas. Nous sommes une structure. C'est que peut-être vous auriez pu dire, c'est que on a connu quand même une certaine léthargie, il faut l'avouer, mais nous allons prendre conscience de cela et très rapidement nous nous mettrons à l'œuvre, parce que comme vous le savez, si il pouvait y avoir une division, ce n'est pas à souhaiter. Une maison divisée ne peut que ouvrir la porte à l'ennemi, et c'est ce que nous devons éviter. Nous devons travailler. Comme dans toute formation politique, il faut respecter les principes, il faut respecter le poids politique, parce que chaque fois qu'on parle du poids politique, on croit que nous inventons. Le monde entier, c'est comme cela. C'est-à-dire que ceux qui participent à l'acquisition ou à l'accession au pouvoir, c'est eux qui dirigent le pays. Et on tient compte de l'apport de chacun. C'est pourquoi j'ai utilisé le terme sociétaire. C'est-à-dire que si vous n'avez rien apporté, alors ne venez pas quand même enquiquiner ceux qui ont constitué la base, ceux qui ont constitué ce qu'on peut appeler le fondement de cette famille politique. Voilà. Alors, Beledou, tout comme le journaliste de Congo Fort TV, reviennent sur la question de la Constitution. Moi, je pense qu'il ne faut pas être hypocrite. Quand on aime son pays, quand on aime son chef, on lui dit la vérité. Et j'ai eu à le dire à maintes reprises, que le pays n'a pas un problème de texte. Le pays a un problème d'hommes qui doivent appliquer ou se conformer aux textes qui existent. Tout ce débat-là, je crois que ce sont des débats politiciens. Et il faut qu'on en parle. Parce que si des gens commencent à vouloir imposer leur vue à tout le monde, ceci peut provoquer des réactions dans le sens contraire. C'est pour cette raison que nous disons que ceux qui ont des préoccupations qui concernent la Constitution, qu'ils viennent, qu'on se mette autour d'une table et qu'on en parle. Il ne suffit pas de bénéficier de la caméra ou d'un micro d'un journaliste et puis vous commencez
dire voilà, la Constitution ne peut pas dépasser 17 ans. Mais ça, c'est tiré de quelle théorie scientifique? Quelqu'un d'autre disait ici que même des gens âgés de 60 ans, de 50 ans, font preuve d'immaturité dans leur gestion. Alors, si ceux qui ont 50 et 60 ans ne sont pas matures, vous voulez qu'une constitution de 17 ans soit vieille comment? De quelle manière? Non, disons la vérité. Ils ne veulent pas nous dire ce qu'ils veulent. Qu'ils le disent ouvertement. Nous savons que nous nous préparons. Et notre famille politique, au jour d'aujourd'hui, bénéficie de la confiance de la grande partie de la population. Travaillons pour que nous puissions continuer cette action-là. Mettons-nous au travail. Évitons des petits jeux. Non, moi je ne suis pas dans ce débat-là. Et surtout quand je constate que ceux qui se disent géniteurs, ceux qui devaient protéger cette constitution, ceux qui l'ont vantée contre vents et marées, quelques jours après, ils se réveillent, c'est eux qui disent qu'elle devient mauvaise. Alors, qu'allons-nous retenir? Ce qu'ils avaient dit avant, ils avaient dit avant, ou bien ce qu'ils disent maintenant? À vous de juger. Alors, les mesures à prendre, d'abord il faut savoir que les députés et les sénateurs, ce sont des élus du peuple. Et vous connaissez quelle est la mission des parlementaires. Nous légiférons et nous contrôlons l'exécutif. La façon pour nous de procéder pour que réellement nous puissions répondre aux attentes de nos compatriotes qui sont à l'Est et d'autres aussi, ceux qui sont à l'Ouest et sur l'ensemble du territoire national, c'est de faire correctement notre travail. C'est-à-dire, non seulement doter le pays de bonnes lois applicables, parce qu'il y a des lois qu'on peut prendre qui ne sont pas applicables. Prenez la loi sur l'agriculture. Moi, j'avais pris l'initiative de faire modifier cette loi, parce qu'elle disposait à l'article 16 qu'en République démocratique du Congo, aucun étranger ne peut détenir la majorité des parts sociales dans une société agricole. Mais ceci viole d'abord le droit au ADA, ceci viole le principe du droit commercial, ceci viole la vie d'une entreprise. Parce qu'une entreprise, celui qui apporte le capital, on tient compte de son apport. Vous n'allez pas demander à quelqu'un d'apporter 80% du capital et que lui il soit minoritaire, que celui qui détient 20% puisse décider à sa place. C'est utopique. Ça ne peut pas s'expliquer. Dès lors qu'on sait que pour relancer notre agriculture, il nous faut beaucoup de capitaux, rien que pour acquérir les équipements, arranger les infrastructures routières de conservation, ça demande de gros capitaux. Alors, il ne faut pas s'opposer à ce que ceux qui viennent avec leurs capitaux ne puissent être actionnaires majoritaires et donc décideurs dans une entreprise. Donc voilà, il y a des lois comme ça qui tombent d'elles-mêmes en désuétude. Mais d'une manière générale, nous, les élus du peuple, notre rôle, c'est de doter le pays de bonnes lois et veiller à leur exécution. Ceux qui doivent exécuter, c'est ce qu'on appelle le pouvoir exécutif. Nous, notre rôle, c'est le contrôle, et c'est par le contrôle seulement que nous pourrions effectivement contribuer à la pacification, à la bonne gouvernance du pays. Et nous le faisons déjà. L'union sacrée devait constituer un levier. Oui, comme je l'ai dit ici, nous, au niveau de l'union sacrée de la nation, c'est vrai que, comme je l'ai dit, nous allons sûrement nous retrouver pour redonner, en tout cas, du punch, parce que depuis un temps, il y a très peu de réunions, et nous vous promettons que nous allons prendre les choses en main. La liste
Jean-Marie Kazambou en lingala. Je vais d'abord terminer avec la série en français, le Congo Fort TV. Il est revenu sur le problème de la Constitution. Je crois avoir suffisamment parlé de ce qui est de la Constitution. Alors, pour le mois de mars, c'est par là que j'allais terminer en fait ma conférence pour souhaiter d'abord un bon mois, une bonne fête à toutes les mamans, non seulement de la FDC, de la République démocratique du Congo, de l'Afrique, mais du monde entier. Le rôle des mamans est connu de tous. Et nous, à la FDC, nous avons deux bras essentiels. C'est la Ligue des femmes, la Ligue des jeunes. Et donc, nous avons une ligue très solide. Vous allez voir, elle va vous réserver des surprises dans les jours qui viennent. Tout ce que nous pouvons demander à nos mamans, à nos sœurs, c'est aussi de faire de sorte que dans tout ce qu'elles auront à entreprendre, qu'elles mettent à l'avant la bonne gouvernance, qu'elles mettent à l'avant les questions de sécurité et de pacification de notre pays, qu'elles mettent de l'avant des projets de développement, parce que nous devons aller vers l'autonomie, non seulement au sein du parti, mais l'autonomie de la femme d'une manière générale. Alors, ndeko Jean-Marie Kazambou Mbote nalandaka yo mingi na télé 50 yo penza na yebite mokolo soki Jean-Marie azwaka yo wapi me aza na chance makasi kozwa journaliste lokola Jean-Marie Kazambou. Alors ye alobi bon bakimi bitumba bandeko oyo nyonso baza kokima bitumba eza mawa mingi mpona biso na ndenge nalobaki awa ete biso mpe toza koyokela bango mawa mpe tozosala makasi na makoki na biso parce que tolobi te ete toza na biyano ou bien basolution oyo ekoki komema kimia dans l'immédiat po ete bazonga na bandako na bango na bilanga na bango na ba entreprise na bango. Mais mosala obiso tozo sala ya ko tambola na uti kozonga kala mingi te nazaki na Washington nazaki na Europe kuna pe tozo sala kaka pression po kimia ezonga na mboka. Misala obiso tozo sala kuna tolobelaka ngo mingi te mais eza ko produire pe ba fruit muke bozoyoka ba sanction wana bokanisi e utakaka na likolo boye. Non, il y a des gens qui travaillent tozo sala mosala wana. Alors pour na komema bomoko na niveau ya Union sacrée de la nation eza recommandation toyoki yango, c'est vrai biso toza na bomoko mais kasi nde misala ezotambola mwa malembe na lobelaki yango awa na lobi ete biso tokosala makasi surtout biso na yo de 6 parce que biso nde toza lokola ba aîné ya Union sacrée de la nation tokoki kotala ndako na biso e bandako tingama muke ou bien maye bandako tiola kuna na kati alors que biso toza wana pona ko protéger ndako na biso na ndenge na yebisa bino na Union sacrée oyo babengaki présidium ya 6 ya motoba ya liboso baza ko représenter 83% ya ba élus, c'est-à-dire eza nde pilier penza socle ya Union sacrée de la nation. Donc biso toza na eliki a été kimia ekozonga noki makambo toza komona ya mobondo awa makambo ya komemaka ko remplacer ba chef coutumier na biso na ba makambo ebele o biso toza ko vivre toza na eliki a été ekosila kala mingi te poto toza bandimi pe tozo bunda toyebi ete même Biblia elobi ete mutu na mabele na ye oyo eza mabele ya biso République démocratique du Congo na 2 345
409 km carrés, eza ya biso, eza ya Rwandais te, eza ya Ugandais te, eza ya Angolais te, eza ya biso moko ekozongela biso. Natondi botondi.